Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau format en fait. En réalité, vous savez, j'interviens régulièrement sur les réseaux sociaux, j'ai également un blog. Et puis là, je vais lancer donc un nouveau format, un format vidéo qui me permettra de temps en temps de pouvoir prendre la parole sur un sujet précis. Ça pourrait être un sujet d'actualité ou autre chose. Et cela me permettra surtout de pouvoir m'exprimer un peu plus longuement, évidemment, que sur les réseaux sociaux qui ne se prêtent pas forcément à l'argumentation quelquefois un peu longue que nécessitent certains sujets qui peuvent être un peu complexes ou en tout cas qui nécessitent une prise de recul que l'on n'a pas forcément en temps réel. Alors bien sûr, je pourrais le faire par écrit et mon blog continuera d'exister, mais c'est vrai que le format vidéo permet aussi de pouvoir intéresser un certain nombre de gens. C'est vrai que ça fonctionne très bien aujourd'hui et donc j'ai envie de le faire. Voilà, tout simplement. Et je vais lancer ce nouveau format avec un sujet qui va peut-être vous surprendre, qui sera consacré aux 100 ans de la naissance du Parti communiste français. Alors pourquoi ce sujet? Moi qui ne suis pas du tout communiste, qui suis centriste, plutôt libéral, européen, parce que l'histoire du communisme au XXe siècle m'a toujours beaucoup intéressé en réalité. J'ai même été, je ne vais pas dire passionné, mais en tout cas oui, très intéressé par l'histoire du communisme au XXe siècle pour plein de raisons. La raison principale, c'est que mon histoire personnelle fait que j'ai vécu très longtemps en Afrique, 18 ans, dans des pays marxistes, dans des pays dans lesquels la révolution marxiste a été mise en œuvre. Et donc j'ai vécu de l'intérieur ce qu'était le communisme, le marxisme au pouvoir. Et donc j'ai toujours été interpellé, intéressé par cette idéologie qui, au fond, a beaucoup séduit dans l'histoire de l'humanité sur ces 100 dernières années, qui a suscité beaucoup d'espoir aussi chez beaucoup de gens et qui systématiquement s'est terminé par un désastre en fait, un véritable désastre. Et au fond, je me suis toujours un petit peu interrogé sur les raisons qui font que, une fois au pouvoir, le communisme a engendré strictement l'inverse de ce qu'il promettait au départ. Voilà, il promettait la prospérité, il a engendré la misère, il promettait l'émancipation des peuples, il a engendré répression, régime autoritaire ou totalitaire. Enfin bref, misère généralisée, souvent des famines, des répressions terribles. Et donc cette idéologie qui promettait beaucoup de choses et qui encore une fois a suscité beaucoup d'espoir, s'est toujours transformée en une véritable catastrophe, un véritable désastre économique, social. Et je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi. Alors évidemment, quand on se pose des questions de ce type, le plus simple c'est d'essayer de lire, de comprendre un peu les choses, de comprendre l'histoire du communisme tout simplement. Et c'est vrai que les 100 ans du Parti communiste français me donnent l'opportunité de revenir, pas pendant des heures, mais en tout cas de revenir au cours de cette vidéo sur l'histoire du Parti communiste français. On ne fera pas toute l'histoire, mais en tout cas sur ce qui s'est passé en 1920, sur ce qui s'était passé avant, ce qui a débouché finalement sur la création du Parti communiste français. Et puis je reviendrai aussi, je ferai un petit lien avec l'actualité, notamment des actions que l'on peut avoir aujourd'hui dans certaines manifestations. Je dirai un mot sur les Black Blocs, sur la mouvance d'extrême gauche et ce qu'elle espère encore aujourd'hui, même si évidemment derrière ce terme d'extrême gauche, il y a beaucoup de courants, beaucoup d'idéologies, même un petit peu différentes quand on rentre dans le détail, des moyens d'action différents. Et donc je me garderai bien de tout caricaturer, en tout cas j'essaierai de rester assez objectif. Voilà, et évidemment je serai très intéressé par vos réactions, vos commentaires. N'hésitez pas à me faire partager vos réactions dans les commentaires de cette vidéo. D'abord, revenir sur la création du Parti communiste français, c'est revenir un petit peu avant en réalité, puisque je vais bien sûr parler du congrès de Tours qui s'est tenu en 1920, fin de l'année 1920, mais il faut peut-être revenir quelques années auparavant pour comprendre ce qui s'est passé. En réalité, avec la deuxième internationale, on avait des socialistes en Europe qui étaient qui commençaient un petit peu à s'unir avec la SFIO en France, la section française de l'Internationale ouvrière, Jean Jaurès, Jules Guesde, et la guerre de 14 a créé au sein des socialistes européens une déflagration terrible en réalité. D'abord parce que les socialistes étaient profondément pacifistes,
antimilitaristes même, pour certains d'entre eux. Et au fond, la guerre les a obligés à faire le choix de la nation et a fait éclater cette internationale, cette deuxième internationale. Et donc, au sortir de la guerre, forcément, les socialistes, c'est pas qu'ils n'ont plus de boussole, mais en tout cas, ils sortent vraiment laminés de cette période-là, qui a vraiment bousculé leur conviction profondément pacifiste et antimilitariste. Et au même moment, évidemment, en 1917, la révolution bolchevique qui se déroule aux portes de l'Europe, évidemment, suscite à la fois l'intérêt, la passion, la curiosité des socialistes qui regardent ça avec beaucoup d'intérêt. Et il y a un enchaînement d'événements, en réalité, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui va déboucher sur ce congrès de Tours et sur la création donc, de ce qui allait devenir le Parti communiste français, puisque ce n'était pas encore le Parti communiste français, même en 1920. D'abord, il y a le fait que Lénine décide de créer la Troisième Internationale, ça c'est en mars 1919, parce qu'il veut évidemment faire la révolution dans plusieurs pays en réalité, c'est-à-dire qu'il y a une volonté internationaliste qui est très forte chez les bolcheviks dès le départ, et donc l'idée de pouvoir fédérer les différents courants socialistes, on va le dire comme ça, d'Europe est un objectif majeur pour la jeune révolution soviétique, la jeune révolution bolchevique. Et donc la Troisième Internationale se crée en 1919 et les socialistes français, en mars 1919, prennent une claque électorale magistrale, puisque la Chambre Bleu Horizon, les droites, l'Union des droites remporte ces élections, et donc c'est une désillusion de plus pour les socialistes français qui se disent à ce moment-là qu'ils n'arriveront pas à prendre le pouvoir par l'intermédiaire des urnes. Et donc il y a cette tentation finalement de se rapprocher de cette Troisième Internationale socialiste, et au printemps 2020, on a des mouvements sociaux qui sont très importants en France, et notamment chez les cheminots au mois de mai. Et on commence déjà à sentir, côté, alors, pas insurrectionnel, mais en tout cas des mouvements sociaux qui sont très forts et qui poussent finalement la SFIO à essayer d'entamer des négociations justement pour intégrer cette Troisième Internationale socialiste. Et là, Lénine fixe des conditions drastiques, en fait. Il fixe des conditions absolument drastiques pour pouvoir intégrer cette Troisième Internationale. Il y en a 21 conditions. Et en gros, voilà, il faut abandonner l'idée de toute autonomie et il faut rentrer aux ordres de Moscou. Je la fais courte, mais c'est exactement ça. Il y a un certain nombre de choix que ceux qui souhaitent adhérer à cette internationale doivent faire. Ils doivent, par exemple, accepter de renoncer à toute critique vis-à-vis du pouvoir bolchevique. C'est-à-dire que si vous rentrez dans la Troisième Internationale, vous renoncez à la moindre critique vis-à-vis du pouvoir bolchevique. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y en a d'autres. C'est la révolution plutôt, l'internationalisme plutôt que la patrie, la révolution plutôt que la démocratie parlementaire, etc., etc. Donc il faut prendre un certain nombre d'engagements, sinon vous n'êtes pas intégré au sein de cette internationale socialiste. Et donc, à ce moment-là, il y a débat au sein de la SFIO. Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord. Et donc il y a le congrès de Tours qui démarre le 25, c'est incroyable, le 25, le jour de Noël, le 25 décembre 1920, et qui va se poursuivre donc pendant une semaine, avec au fond ce choix crucial que doivent faire les délégués présents, savoir si oui ou non ils vont intégrer cette Troisième Internationale socialiste. Donc à ce moment-là, il y a 3 motions qui sont déposées, hein, c'est souvent le cas d'ailleurs lors des congrès de partis politiques, il y a des motions qui sont déposées. Il y a une motion qui est pour l'intégration pure et simple, évidemment, de la SFIO au sein de cette Troisième Internationale. C'est la motion Cachin-Frossard. Frossard qui était à l'époque secrétaire général du parti pour l'adhésion au sein de la Troisième Internationale socialiste, internationale communiste, pardon. Il y a la motion de Jean Longuet, qui est lui le petit-fils de Karl Marx, qui dit oui pour l'adhésion à la Troisième Internationale, mais sous conditions, donc il met un certain nombre de conditions. Et puis il y a la motion qui est contre cette adhésion, qui est portée, elle, par Léon Blum, et qui lui refuse l'idée de tout débat contradictoire, de toute critique. Et donc Léon Blum, lui,
va porter le message de ne pas adhérer finalement à cette troisième internationale. Alors Léon Blum fera un discours qui restera dans l'histoire le 27 décembre 1920, où il expliquera ses positions. Alors il y réaffirme quand même ses convictions de la révolution en fait, la révolution du prolétariat, mais ce qui le gêne, c'est le fait de ne plus pouvoir débattre, et donc voilà, donc ça c'est porté par Léon Blum. Le vote final aura lieu le 29 décembre 1920, et sans surprise, puisque tout le monde sentait à ce moment-là que le courant de l'adhésion à cette internationale communiste allait l'emporter, notamment parce qu'il y avait une militante socialiste allemande qui était recherchée par toutes les polices, qui est apparue comme ça un peu par surprise devant les délégués, qui a fait un discours enflammé en faveur de l'internationalisme. Elle est repartie aussi vite qu'elle était arrivée, puisqu'elle était recherchée, et ça a fait soulever la foule. En fait, toute la salle s'est levée, a chanté l'international dans la foulée, et en fait ça a fait basculer, ou si besoin était, les indécis vers le vote pour l'adhésion à l'international communiste. Et donc très largement, le congrès de Tours débouche sur l'adhésion de la SFIO à l'international communiste. Donc ça deviendra la SFIC, la section l'international communiste en fait, voilà tout simplement, et qui deviendra par la suite PC-SFIC, et puis après PCF, Parti communiste français tout simplement. La section française de l'international communiste devient en quelque sorte, comme l'a souhaité Lénine, un bout de Moscou en France en quelque sorte. Voilà, c'est Moscou qui décide, c'est la révolution bolchevique, et donc elle est là pour porter la révolution telle que Lénine la conçoit, Lénine et Trotsky, d'ailleurs je reviendrai sur Trotsky tout à l'heure, mais au sein, en France tout simplement. Et voilà, donc c'est comme ça qu'est né le Parti communiste français à l'issue de ce congrès de Tours. Léon Blum, lui, va continuer à porter la SFIO, tout simplement, qui deviendra bien plus tard le Parti socialiste, avec notamment le congrès d'Épinay. Mais c'est à ce moment-là, donc ça fait 100 ans que le Parti communiste français existe, et le Parti communiste français, pendant très très longtemps, évidemment, est resté complètement, comme le prévoyait d'ailleurs le contrat initial, si je puis dire, dépendant de Moscou et aux ordres de Moscou. Voilà, donc c'est ça l'histoire du Parti communiste français. Alors bien sûr, après, il avait une influence très importante au sein de la politique française. Représenté le premier parti de France. Il y a eu dans les années 30 des combats sociaux qui ont été menés pour défendre les travailleurs. Un poids électoral majeur qui, au fil du temps, s'est effiloché en quelque sorte. N'oublions pas non plus quand même, pour illustrer cette dépendance à Moscou, que le Parti communiste français a soutenu l'alliance entre Staline et Hitler en 39-40, qui a permis d'ailleurs à Hitler de concentrer ses forces sur l'autre front de la guerre, et que le Parti communiste français avait soutenu d'ailleurs le pacte germano-soviétique. Voilà, il ne faut pas l'oublier non plus, ça c'est l'histoire de notre pays, mais c'est pour dire à quel point le Parti communiste français finalement disait ce que Moscou voulait qu'il soit dit, tout simplement. Après, dans les années 70, quand Mitterrand prend le Parti socialiste, évidemment, avec le programme commun, petit à petit, il a cannibalisé le Parti communiste, qui aujourd'hui ne pèse plus grand-chose dans le paysage politique français, mais qui a encore une certaine influence, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'élus, ça c'est la première chose, et puis parce qu'il y a l'histoire, tout simplement. Donc le Parti communiste français aujourd'hui, même s'il n'a plus le même poids électoral que par le passé, a une existence réelle, et voilà, et donc il fait partie du paysage politique français depuis 100 ans. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre, au fond, et c'est toujours ça, moi, qui m'a beaucoup intéressé, au-delà de l'histoire du communisme dans le monde, c'est d'essayer de comprendre comment une idéologie qui, de par sa promesse, de par ses promesses, de par ses intentions, ait pu séduire autant de monde, et qu'à chaque fois, se soit transformé en catastrophe. Je vais le dire de façon simple, très résumée, évidemment ça mériterait beaucoup plus de discussion et de débat, mais ça ne marche pas, c'est aussi simple que ça. La façon dont le communisme se met en route, met la main sur l'économie, propriété collective des moyens de production,
par exemple, étatisation de l'économie, débouche systématiquement sur une régression économique et donc une régression sociale. Voilà, c'est très simple. Tout part de là, c'est que ça ne marche pas. Voilà. Les promesses peuvent paraître belles, plus d'égalité, plus de justice sociale, meilleure répartition de richesses. Tout le discours que vous entendez aujourd'hui, qui est porté par exemple par Jean-Luc Mélenchon, peuvent être très agréables à entendre, mais une fois au pouvoir, une fois que la machine se met en route, avec les décisions politiques qui sont prises, ça se transforme en désastre économique. Et donc en régression sociale. Parce qu'il n'y a pas de social sans économie. D'accord ? Il faut de la création de richesse. Or, pour créer de la richesse, il n'y a pas eu de système plus performant que le capitalisme. Ça ne veut pas dire qu'il est sans défaut. Ça ne veut pas dire que le capitalisme est parfait, qu'il résout tous les problèmes. Mais il n'y a pas de système alternatif qui ait prouvé jusqu'à présent sa capacité à créer plus de richesse, qui ensuite est redistribuée d'une façon ou d'une autre. Et donc le communisme, quand il se met en œuvre, il coule en fait, il fait couler l'économie d'un pays. Et une fois que le communisme est confronté à ses propres échecs, et c'est ça qui est fascinant en quelque sorte, et c'est ça qui est dangereux au bout du compte, c'est qu'il ne considère pas les communistes, ou en tout cas ceux qui exercent le pouvoir, ne peuvent pas considérer intellectuellement, accepter intellectuellement que l'échec est dû à leur propre politique. Donc, elle est rejetée sur quelqu'un d'autre. Il faut trouver des coupables, il faut trouver des personnes ou des pays qui sont responsables de l'échec. Et donc, on cherche des coupables, tout simplement. Alors, quand j'étais à Madagascar, avec Didier Ratsirac, qui était président de la République, qui est arrivé au pouvoir par un coup d'État militaire, assez classique au fond, Ratsirac était formé dans les écoles militaires françaises, donc un officier très bien formé, il a mis en place tout de suite une politique marxiste. Il s'est rapproché de la Corée du Nord, à l'époque, dans les début des années 70, il est sorti de la zone franc, d'évaluation de la monnaie, etc. Il fallait rompre avec le capitalisme. Et donc, effondrement de l'économie. À partir de là, c'est pas de sa faute, c'est pas de la faute du système en lui-même, puisque le système communisme veut le bien du peuple, donc ça ne peut pas être le système qui est mauvais. Donc on trouve des coupables. Alors d'abord, il y a les contre-révolutionnaires, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui, au sein même du système, commencent à émettre des doutes. Mais est-ce qu'on devrait faire ça comme si, etc., qui posent des questions. Là, instantanément, vous devenez un ennemi du peuple, puisque vous devenez quasiment un ennemi de la révolution. À partir du moment où vous ne suivez pas l'avant-garde éclairée, puisqu'ils considèrent toujours comme dans une révolution qu'il y a une avant-garde éclairée, et que vous commencez à poser des questions, à émettre des idées, à être un peu dubitatif, instantanément vous devenez un ennemi de la révolution. Quelqu'un qui empêche la révolution d'aboutir, donc vous devenez un ennemi du peuple. Donc les ennemis du peuple, on s'en débarrasse. C'est comme ça que commencent à apparaître les régimes autoritaires, voire dictatoriaux. Les ennemis du peuple, il faut s'en débarrasser. Les ennemis de la révolution n'ont pas leur place. On veut le bien du peuple, donc tous ceux qui ne sont pas d'accord avec la ligne du parti, ils sont dans le meilleur des cas enfermés, sinon exterminés. Ensuite, il peut y avoir des ennemis extérieurs. Alors ça, à Madagascar, ça a très très bien fonctionné. C'était l'Afrique du Sud raciste, l'apartheid. Et c'est vrai que moi, quand j'étais à Madagascar, l'apartheid était toujours en place. Et donc, régulièrement, Didier Ratsirac faisait croire que l'objectif de l'Afrique du Sud raciste, qui objectivement était un pays raciste avec la ségrégation raciale, avait pour objectif d'envahir Madagascar. Et donc évidemment, il fallait qu'il y ait une armée avec des MiG, des avions militaires que la Russie refilait à l'armée malgache. Donc on crée des ennemis comme ça, des ennemis potentiels, réels, fantasmés, pour pouvoir unir le peuple contre un ennemi qui vous veut du mal. Alors si on essaie de projeter ça dans d'autres pays, on vous expliquera que si Cuba s'est effondré, c'est parce qu'il y avait le blocus américain. Ce qui est un abus de langage, parce que ce n'est pas un blocus, c'était un embargo. C'est pas la même chose, blocus et embargo, ça ne veut pas dire... Mais c'est pas grave, on dit le blocus américain. Donc si Cuba a coulé, c'est pas de la faute de la politique cubaine, c'est à cause des Américains. Pareil pour le Venezuela. Le Venezuela, c'est assez fascinant au fond, parce qu'en plus c'est un exemple récent, c'est pas un exemple qui date d'il y a 50 ans ou 80 ans, c'est un exemple récent avec la prise de pouvoir de Chavez, la mise en place de la révolution bolivarienne. On avait sur le papier tous les ingrédients de la révolution communiste. Étatisation massive de l'économie, expropriation des boîtes privées, qu'elles soient de la grande distribution, qu'elles soient évidemment de l'industrie pétrolière, parce qu'il fallait que le peuple revienne que le pétrole revienne au peuple, évidemment. Donc, sur le papier,
avec le pays en plus qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde, quasiment les plus grandes réserves de pétrole au monde, beaucoup d'intellectuels de gauche, d'hommes politiques de gauche, de femmes politiques de gauche, hein, bien sûr, hommes et femmes politiques de gauche, ont vu dans la révolution bolivarienne l'espoir d'un retour, au fond, au premier plan de l'idée communiste, le communisme du XXe siècle, du XXIe siècle. On allait voir ce qu'on allait voir avec Chavez. On a vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Effondrement de l'économie, pénurie dans les magasins, plus rien dans les magasins, des gens qui meurent de faim, la famine, des gens qui fuient le pays, dans le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais encore une fois, l'exemple vénézuélien qui est le plus récent, dont Jean-Luc Mélenchon avait expliqué à qui voulait l'entendre que c'était une source d'inspiration extraordinaire, il ne le dit plus aujourd'hui, face au fiasco incontestable que représente cette révolution. Évidemment, il ne s'en vante plus. Et d'ailleurs, à chaque fois, il dit « Ah, ben oui, vous allez encore me parler du Venezuela. » Ben oui, Jean-Luc Mélenchon. Il a tellement parlé du Venezuela comme étant l'exemple de la révolution qui allait nous montrer. On allait enfin voir ce qu'on allait voir. Et on a bien vu. Effondrement de l'économie, misère généralisée, et les opposants sont enfermés. C'est aussi simple que ça. Encore une fois, les mêmes causes produisent les mêmes effets, tout simplement. Et cet exemple-là aurait dû certainement convaincre les derniers, les dernières personnes qui peuvent encore croire à cela, croire que le communisme a la capacité à apporter prospérité, émancipation des peuples, etc. Ça ne marche pas. Voilà, c'est aussi simple que ça ne marche pas, il n'y a pas de contre-exemple en la matière dans le monde, alors que c'est une idéologie qui a été mise en application pendant quasiment tout le XXe siècle dans un nombre de pays incalculable. Au-delà de l'aspect économique, il y a un aspect aussi qui évidemment gêne beaucoup les communistes actuels qui n'aiment pas qu'on en parle, c'est le caractère intrinsèquement criminogène du communisme. 80 millions de morts dans le monde, des massacres épouvantables, et qui aujourd'hui ne peuvent plus être contestés par personne. Les historiens ont fait leur travail en la matière. Tout à l'heure, je l'évoquerai un certain nombre de livres, mais ça n'est pas contestable. Ce qui est assez fascinant, et là aussi ça m'a beaucoup intéressé, et en l'occurrence il y a Jean-François Revel qui, dans son livre La Grande Parade, dont je dirai un mot tout à l'heure, avait parfaitement décortiqué la riposte, en quelque sorte, des socialistes et des communistes face à ces crimes. C'était difficile pour eux de nier les crimes du communisme. C'était impossible en réalité. Ils sont tellement nombreux, il y a tellement d'archives historiques. C'est incontestable aujourd'hui. Plus personne ne peut nier que le communisme a massacré des dizaines de millions de gens dans le monde. La riposte, elle est arrivée par une technique assez habile qui était de dire oui, bon, d'accord, mais c'était pas le vrai communisme. En fait, le communisme a été dévoyé. Voilà, c'était l'idée initiale est tellement belle, hein, quand même. L'idée initiale est tellement belle, tellement porteuse d'espoir, qu'on ne peut pas critiquer le communisme comme étant une idéologie sanguinaire. Enfin, regardez la promesse initiale. Donc, première technique, c'est la promesse initiale. Donc, en quelque sorte, bon, ok, d'accord, ça se finit toujours de la même façon, misère, répression, extermination, etc. Mais la promesse, quand même, la promesse. Et puis derrière, c'est, ouais, mais c'est pas le vrai communisme. Bon, cette technique, elle ne tient pas la route. Elle aurait pu tenir la route si on avait eu des contre-exemples. Mais encore une fois, dans son mécanisme même et dans sa relation à l'économie, le communisme débouche toujours sur la misère généralisée. Voilà, la misère du peuple. Alors, il y a toujours une élite qui s'en sort. En général, elle est corrompue. Mais c'est la misère généralisée. Et donc, c'est pour ça que ça ne marche jamais. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça se termine, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec un régime, dans le meilleur des cas, autoritaire, voire dictatorial. Mais il y a eu cette parade-là de dire, mais c'est pas le vrai communisme. Et en quelque sorte, le vrai communisme, c'est une espèce d'idéologie ou d'utopie qui n'aurait jamais été mise en application dans ce qu'elle est réellement. Voilà. Donc elle est immunisée en fait, parce que le propre d'une utopie, c'est de ne pas être critiquable. C'est une utopie, jamais mise en application, donc on ne peut pas la critiquer. Donc en quelque sorte, le communisme serait immunisé de toute critique, puisqu'à chaque fois, on nous explique que ce n'est pas le vrai communisme. Si, c'est le vrai communisme, et le communisme débouche toujours sur les mêmes catastrophes.
Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est en France par rapport à ça, qui est un pays qui garde quand même un fond, je ne vais pas dire communiste, mais radical d'extrême gauche assez important, assez puissant, même si encore une fois, dans les urnes, le Parti communiste ne pèse plus lourd. Jean-Luc Mélenchon a fait 19% aux dernières élections présidentielles. Donc moi, c'est un sujet que je suis avec beaucoup d'attention. J'écoute beaucoup Jean-Luc Mélenchon dans ses vidéos. Je suis très intéressé par ses propos. Il est très bon, c'est un excellent tribun, il faut le reconnaître. Ce qui le rend d'autant plus dangereux. Il faut dire les choses telles quelles. Dangereux parce que s'il devait arriver au pouvoir, très clairement, nous serions exactement dans cette logique que je viens d'évoquer, de régression profonde de l'économie, d'un plongeon irréversible, donc d'un appauvrissement généralisé de la population. Ce que les gens ne comprennent pas, ce que tout le monde ne comprend pas, c'est que c'est un appauvrissement généralisé. Tout le monde s'appauvrit. Tout le monde. Les plus riches, ça c'est pas grave puisqu'ils l'annoncent. Les plus riches, eux, on va les faire payer. Mais les plus modestes aussi, c'est le plongeon. Au Venezuela, ceux qui meurent de faim, ce sont en priorité les plus pauvres. Donc on est dans cette logique-là, et Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui réussit à rassembler autour de lui, on verra ce qu'il fera dans l'élection de 2022, mais tout ce bloc d'extrême gauche, au fond, qui se retrouve dans ce discours un petit peu radical. Donc il faut être vigilant, en tout cas moi je regarde ça avec beaucoup d'attention. Et il y a toujours au fond, chez lui, même s'il ne le dit pas toujours, de temps en temps on sent il suit ce qui se passe au niveau international. Quand on écoute ses vidéos, il est très à l'affût de ce qui se passe un peu partout dans le monde, parce qu'évidemment, il y a toujours en arrière-plan cet internationalisme qui est, j'ai presque envie de dire, dans les gènes de l'extrême gauche française. Donc il regarde toujours ce qui se passe dans les autres pays, et dès qu'il y a des populations qui descendent dans la rue, c'est des révolutions citoyennes. Donc il va vous parler de la révolution citoyenne au Liban, de la révolution citoyenne au Mali, de la révolution citoyenne en Algérie, de la révolution citoyenne en Amérique du Sud. Il va beaucoup en Amérique du Sud, parce qu'il espère toujours, évidemment, et toute la mouvance d'extrême gauche qui attend toujours que cet internationalisme devienne un jour une réalité, regarde avec beaucoup d'espoir les différentes manifestations des peuples qui peuvent à un moment donné protester contre le pouvoir en place. Et derrière, ils y voient des révolutions citoyennes. Alors il dit citoyen, c'est habile, parce que la révolution, c'est un mouvement violent. Mais la révolution citoyenne, ça lui donne un côté un peu sympathique, si vous voulez. Ça atténue un peu le processus violent que représente une révolution. Mais il y a toujours ce secret espoir, y compris chez Jean-Luc Mélenchon, de voir un jour un processus révolutionnaire se mettre en place. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'était les Gilets jaunes. Il fallait écouter Jean-Luc Mélenchon prendre la parole dans ses vidéos, dans les médias, à propos des Gilets jaunes. Il espérait à un moment donné, il ne veut pas être à côté de l'histoire. C'est-à-dire que si l'histoire, qui par définition est imprévisible, on ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. Et donc l'histoire qui est imprévisible, il ne faut pas rater le train. Et c'est pour ça que il était à l'affût des Gilets jaunes. Si le mouvement devait prendre de l'ampleur, se transformer en révolution, il fallait qu'il soit à l'avant-garde, donc il a tout de suite saisi la balle au bon pour parler de cette révolution, le peuple, etc. Alors évidemment, la révolution citoyenne, c'est quand ça l'arrange. Même quand cette révolution n'a rien d'une révolution portée par des idées, par des gens qui ont des idées d'extrême gauche, ils voient la révolution citoyenne et ils se l'approprient. Sauf quand c'est aux États-Unis, bien sûr, ou quand là, il y a le peuple aussi, américain, qui manifeste à Washington, qui, à l'appel de Donald Trump pour rentrer au Capitole, ce qui est invraisemblable. En réalité, c'est vraiment à la fois sidérant et complètement fou. Là, ça devient tout de suite scandaleux. C'est pas la révolution citoyenne, c'est les mouvements des fascistes et racistes qui marchent sur le Capitole. Sur le fond, oui, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté à Washington qui sont des suprémacistes blancs, des extrémistes de droite. On a vu sur les images des images extrêmement choquantes. C'est vrai. Mais néanmoins, on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, lui, il est à l'affût systématiquement des mouvements qu'il pourrait y avoir ici ou là de par le monde, parce qu'il y a cette idée, effectivement, que l'internationalisme, prolétaire de tout pays, unissez-vous, l'international, la chanson, l'international, il y a toujours ça en toile de fond. Et d'ailleurs, dans ces meetings, je ne sais pas d'ailleurs s'il a beaucoup chanté en 2017 pour la campagne électorale, mais en tout cas en 2012, tous ces meetings se terminaient par l'international avec le point levé. Tout le monde était debout en chantant l'international, plus que la Marseillaise d'ailleurs. Ça en dit long sur cette conviction que la révolution doit se faire dans plusieurs pays et non pas dans un seul pays. Après, au-delà des responsables politiques qui se soumettent au jeu démocratique, on a aussi une mouvance qu'on pourrait qualifier de libertaire autonome, qui conteste tout de l'État,
qui contestent les institutions, qui contestent les entreprises privées, qui contestent le système, qui se manifestent de façon violente, qui veulent là aussi la révolution, qui veulent renverser le système, et en particulier le système capitaliste. Les Black Blocs en font partie. Les Black Blocs qui ont cette particularité de ne reconnaître aucune hiérarchie, mouvement autonome, qui viennent uniquement pour casser, et casser des symboles précis. Hein, ils recherchent le symbole, donc typiquement casser des banques, des voitures, des symboles du système. Bien sûr des policiers, des gendarmes, des forces de l'ordre, voilà, font partie de cette mouvance radicale qui ne croit pas du tout aux élections, qui ne croit pas qu'on pourra transformer la société de façon apaisée, et qui profite depuis maintenant plusieurs années de chaque occasion pour pouvoir, comme ils disent, faire passer des messages, mais c'est de la violence pure et simple. Mais c'est une partie de l'extrême gauche qui est active. Dans une interview au Figaro, Laurent Nunez indiquait que depuis mars 2020, il y avait eu 170 actes de sabotage et de dégradation de pylônes téléphoniques, par exemple, des attaques de gendarmerie, qui sont attribuées à cette mouvance d'extrême gauche radicale. Sur certains dossiers, le parquet national antiterroriste a été saisi d'ailleurs, qui montre que c'est une mouvance qui est très active, voilà, et qui essaye aujourd'hui de continuer à comment dire, vouloir renverser le système tel qu'il existe, et en particulier, encore une fois, le système anticapitaliste. Cette notion anticapitaliste qui est aussi présente chez Jean-Luc Mélenchon, même s'il ne le dit pas comme ça pour ne pas faire peur, parce qu'il veut gagner les élections, il veut être président de la République, est un point commun très fort de beaucoup de militants d'extrême gauche et de responsables d'extrême gauche. Voilà, il faut bien le comprendre. Il y en a qui n'ont pas encore abandonné l'idée que le communisme, la planification, on le voit d'ailleurs dans les propos de Mélenchon, la planification écologique, il emploie des termes qui rappellent systématiquement que oui, la lutte contre le capitalisme fait partie de la doctrine d'extrême gauche. Alors, quelquefois, on met des termes derrière pour rassurer. C'est le capitalisme financier, voilà, l'ultralibéralisme. Bon, on essaye de rassurer un peu quand on se présente à des élections, mais le fond du sujet, c'est de vouloir renverser le système capitaliste. Et donc, il faut suivre ces mouvements d'extrême gauche, les Black Blocs, qui ont parfois des thèmes ou des slogans qui les rapprochent. J'en ai noté quelques-uns. Hein. Ne prenons pas le pouvoir, détruisons-le. Par exemple, ça revient très régulièrement chez les Black Blocs. Évidemment, tout le monde déteste la police. Le ACAB, All Cops Are Bastards, est un trait d'union très fort chez tous les Black Blocs. Hein, tous les flics sont des salauds. Ou mort aux entreprises multinationales, ou alors un autre slogan qui est très répandu et très connu dans cette mouvance-là: tant qu'il y aura de l'argent, il n'y aura jamais assez pour tout le monde. Voilà. C'est une critique radicale du système. On veut renverser le système capitaliste, et évidemment tous les symboles du pouvoir qui, par définition, dans cette mouvance-là, oppressent le peuple. Le pouvoir bourgeois organise à ses yeux les élections, le système médiatique, pour pouvoir laisser le peuple sous l'emprise ou l'illusion qu'il est libre de choisir ses dirigeants. Voilà comment eux ils raisonnent, et c'est pour ça aussi d'ailleurs, il faut faire très attention à ça, que souvent on le retrouve chez Jean-Luc Mélenchon, la critique du système médiatique est très présente, parce qu'il considère que le système médiatique est un maillon essentiel du maintien au pouvoir de cette classe dominante. Je la fais courte, mais c'est exactement ça, cette classe dominante, cette bourgeoisie qui se maintient au pouvoir en manipulant le peuple, les masses, avec notamment l'appui des médias qui sont contrôlés par des milliardaires. Voilà, quand je le dis comme ça, ce sont des discours que vous entendez régulièrement et qui alimentent finalement cette idée révolutionnaire. Donc voilà, alors encore une fois, je n'ai pas pour objectif au cours de cette vidéo de faire une vidéo qui va durer 3 heures pour vous raconter toute l'histoire du Parti communiste français tout au long du XXe siècle. Voilà, je profitais des 100 ans de ce parti pour pouvoir revenir un peu sur tous ces sujets. Je voudrais partager avec vous un certain nombre de livres qui sont intéressants, voilà, ou en tout cas dont la lecture peut vous éclairer si ce sujet vous intéresse. Alors il y a des livres qui sont assez faciles à lire. Je vous en donne un premier qui a été écrit par Olivier Piot, qui est journaliste. Voilà, il est là. C'est un livre qui se lit très facilement. Il fait moins de 200 pages, qui s'appelle L'extrême gauche, idées reçues sur l'extrême gauche.
bon, il se lit très facilement. Il y a comment dire, certaines parties du livre où on sent qu'il prend un peu la défense, notamment de Trotsky, puisqu'il fait toute une partie sur le courant trotskiste, où il explique bien la différence entre le trotskisme et le stalinisme. Bon, évidemment, comme à chaque fois quand on parle de Trotsky, qui a toujours servi un peu de bouée de sauvetage aux communistes qui avaient soutenu Staline, ou en tout cas les communistes qui avaient soutenu la révolution bolchevique, face au crime évident du communisme, se raccroche à Trotsky en expliquant que lui, Léon Trotsky, il était rentré en lutte contre Staline dès 1923, ce qui est vrai d'ailleurs, mais il avait été évincé du pouvoir, et après son exil en 1929, et qu'au fond, Trotsky, lui, il incarne l'idéal révolutionnaire tel qu'il aurait dû être mis en place, et que le stalinisme est une déviance de la révolution telle qu'elle avait été imaginée au départ. Mais bien sûr, il ne parle pas de Léon Trotsky entre 1917 et 1923, qui est un des artisans principaux de la prise de pouvoir par les bolcheviks, qui a mis en place les premiers camps de concentration, qui a participé aux exterminations de masse. Bref, Léon Trotsky est un criminel, un génocidaire, il faut le dire clairement. Et bon, on voit bien là, dans cette partie-là, comment dire, cette volonté permanente de faire de Trotsky un personnage un peu mythique, exempt de reproches, qui aurait voulu préserver la révolution telle qu'on la voulait dès le départ, etc. Mais tout ça ne résiste pas à l'étude des faits historiques, notamment entre 17 et 22. Et puis, il y a une partie qui m'a beaucoup intéressé, en tout cas, dont j'ai un petit peu parlé, qui est, alors il le titre comme ça, Élection piège à con, et le slogan de élection piège à con et le slogan de l'extrême gauche. Oui, parce que c'est un débat je ne vais pas dire qui fait rage, mais qui existe toujours au sein de l'extrême gauche, et notamment l'extrême gauche radicale, que ce soit au parti anticapitaliste, lutte ouvrière, etc., l'ex-LCR, le parti des travailleurs. Faut-il se présenter aux élections? Puisque les élections sont truquées, ou qu'en tout cas on fait croire qu'il y a la liberté de vote, mais tout ça n'est qu'une illusion, qui ne sert qu'à maintenir les mêmes au pouvoir, le même pouvoir bourgeois, etc., faut-il participer aux élections? Et ils ne croient pas du tout à l'arrivée, à la prise de pouvoir par les élections. Pour eux, seule une révolution permettra l'accès au pouvoir de la classe opprimée. Et pour autant, ils se présentent aux élections. Alors on pourrait se dire, mais c'est bizarre, ils n'y croient pas, mais ils se présentent aux élections. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les élections, même s'ils savent qu'ils n'accéderont jamais au pouvoir par les élections, leur offrent une tribune médiatique à laquelle ils ne restent pas insensibles. Dit autrement, le fait d'avoir des temps de parole dans les médias, d'être invité pour Olivier Besancenot et les autres dans les médias, ils trouvent ça utile pour pouvoir essayer de réveiller la conscience du peuple, pour pouvoir inciter à la révolte, à la rébellion, aux mouvements sociaux, etc., à toute l'agitation qui pourrait un jour déboucher sur la révolution prolétarienne et la prise du pouvoir par le peuple, tout simplement. Hein. Encore une fois, je reprends leurs propres mots, donc c'est une partie extrêmement intéressante. C'est un livre qui a été publié aux éditions Le Cavalier Bleu, facile à lire. On va continuer avec un autre livre que j'ai trouvé très intéressant aussi. Alors, c'est un livre de Stéphane Courtois, qui était directeur de recherche au CNRS, un grand historien, certainement un des plus grands historiens du communisme, tout simplement. Stéphane Courtois qui avait publié, ça devait être en 2010, Communisme et totalitarisme. Il refait l'histoire, en fait, il reprend toute l'histoire du communisme depuis la révolution bolchevique, même un petit peu avant, et il explique comment cette idée est devenue une idée totalitaire. Voilà. Comment on en est arrivé là. Donc évidemment c'est très intéressant parce qu'il reprend les faits et notamment il met en avant l'importance de Lénine dans cette dérive totalitaire. Je ne sais pas si on peut parler de dérive puisque c'est à chaque fois la même chose, mais le rôle de Lénine dans cette dérive totalitaire. Et puis il revient aussi sur toute la polémique qui avait accompagné la sortie du livre noir du communisme dont je vais parler dans un instant, et notamment le fait que dès qu'on parle de crimes nazis et de crimes communistes, tout de suite il y a des levées de boucliers pour dire arrêtez de comparer des choses qui ne sont pas comparables, et il revient sur la notion qu'il avait à un moment donné employé, le terme qu'il avait employé, le génocide de race est-il plus ou moins acceptable, ou plus ou moins acceptable que le génocide de classe. En clair, tuer quelqu'un au nom de sa race, comme a pu le faire le nazisme avec l'extermination des juifs, est-ce
pire ou pas, ou équivalent qu'exterminer quelqu'un en raison de sa classe. Vous êtes bourgeois et vous êtes exterminé, est-ce que c'est différent que d'être exterminé de par sa race? Donc c'est un livre extrêmement intéressant. Bon, lui, il est plus long, hein, il est compliqué, mais enfin compliqué, c'est pas qu'il est compliqué, mais en tout cas, il nécessite un peu de temps pour lire, mais ça reprend toute l'histoire du communisme. Un autre livre, je viens d'en parler, c'est le livre noir du communisme. Alors ça, c'est un livre qui a été fait par plusieurs chercheurs, qui a été dirigé par Stéphane Courtois, dont je viens de parler. Ce qui est intéressant dans ce livre, en quelque sorte, c'est qu'au moment de sa sortie en 1997, la chute du mur s'est déroulée quelques années auparavant, et ce qui a permis l'écriture de ce livre, en réalité, c'est l'ouverture des archives historiques communistes, qui a permis donc à tous ces historiens de faire leur travail, tout simplement. Ce sont des historiens qui ont fait leur travail. Beaucoup étaient professeurs d'université, professeurs au CNRS, directeurs de recherche au CNRS. Il y a également des professeurs qui étaient à Varsovie. Voilà, bon, bref. Franchement, des historiens de très haut niveau qui font un travail de recensement, un travail d'historien, qui recense les crimes du communisme. C'est un pavé de 850 pages, et au moment de sa sortie, donc c'est publié chez Robert Laffont, au moment de sa sortie, c'est un livre qui génère un torrent de fureur de la part d'une partie de la presse française, de la part de toute une partie des élites universitaires qui tombent purement et simplement sur Stéphane Courtois et tous ses chercheurs en les accusant de tous les maux. Il y a notamment une émission, La Marche du siècle, de Jean-Marie Cavada, qui a été organisée pour débattre de ce sujet-là avec Robert Hue, qui était invité, je me souviens de cette émission, d'une agressivité incroyable vis-à-vis de Stéphane Courtois, avec des accusations invraisemblables qui consistaient en gros à dire que ce livre-là faisait le jeu de l'extrême droite en quelque sorte. C'est juste sidérant en fait d'imaginer que, bah oui, un travail d'historien qui dit voilà, le communisme, il a fait tant de millions de morts, et il y a les archives, on a accès à tout, qui génère autant de haine et autant de réactions complètement disproportionnées. Ça avait vraiment fait grand bruit. Simplement, il s'est vendu à 1 million d'exemplaires, traduit dans 25 pays, un best-seller incroyable. Voilà, c'est ça la réalité du communisme, elle est là, ça a tué 80 millions de morts dans le monde. Un autre livre qui était sorti avant, qui avait suscité beaucoup moins de passion, François Furet, également historien, un grand historien, de gauche. Alors lui, il était de gauche, donc déjà, il s'affichait de gauche, hein, et un historien qui avait sorti son livre en 1995, Le passé d'une illusion, avec le sous-titre Essai sur l'idée communiste au XXe siècle, qui reprend aussi, d'un point de vue historique, l'idée communiste telle qu'elle s'est construite au fil du temps et au fil du XXe siècle. Simplement, François Furet, lui, ne présente, au moment de la sortie de son livre, il n'y a pas eu de passion déchaînée vis-à-vis de son livre. C'est-à-dire que ça, par rapport à la sortie du livre noir du communisme, on a d'un côté un livre qui, en gros, explique comment des gens ont pu croire, se laisser tenter par cette idéologie-là. Le passé d'une illusion, croire à une illusion, être tombé dans une illusion, c'est quand même moins grave que d'être complice, même passif, d'un crime, en quelque sorte. Quand on vous met les crimes du communisme en face, vous dites mais non, mais c'est pas possible, mais arrêtez de dire ça, c'était pas le vrai communisme, etc. François Furet, lui, met l'accent plutôt sur comment cette idée-là a pu prospérer autant, voilà, en quelque sorte, ça a suscité moins de critiques, beaucoup moins, mais c'est un livre qui est extrêmement intéressant. Vraiment, voilà. Ces deux livres-là que je viens d'évoquer sont des livres d'historiens, hein, donc 850 pages d'un côté, quasiment 600 de l'autre. Ce sont des livres qui sont un peu ardus, mais qui sont absolument nécessaires quand on veut comprendre le communisme au XXe siècle. Enfin, 3 derniers livres. L'archipel du Goulag. Bon, je n'ai pas besoin de le présenter, ce livre, parce que il est connu de tout le monde. Solzhenitsyn, qui était dans les goulags, qui, avec l'aide de témoignages de 227 prisonniers, écrit ce livre au début des années 70. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que quand ce livre sort, donc publié au Seuil, hein, j'ai oublié de dire que Le passé d'une illusion, c'était chez Robert Laffont à l'époque, aussi Kalman-Levy. Quand il sort, c'est pareil, le Parti communiste français crie au scandale, en expliquant que oui, tout ça peut-être c'était connu, mais maintenant que Staline n'est plus là, en réalité ça sert à rien de ressasser ces choses-là, etc. Donc à chaque fois que ces livres sortent, en fait,
ça suscite des réactions indignées de la part des communistes français. Mais bon, c'est un grand classique, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Enfin, avant-dernier livre, mais c'est un peu un coup de cœur, c'est La Grande Parade, Jean-François Revel, essai sur la survie de l'utopie socialiste. Donc ça, c'est un incontournable. Voilà, il est sorti en 2000. C'est un essai qui est remarquable, où Jean-François Revel, grand philosophe, journaliste, écrivain, qui nous a quittés malheureusement, qui était membre de l'Académie française, donc c'est édité chez Plomb, revient sur justement les raisons pour lesquelles le communisme finalement continue, le socialisme continue d'être exempté de tout reproche, ou a été exempté de tout reproche, même après la chute du mur. Et donc il y a des moments qui sont tout à fait savoureux dans ce livre. Alors à un moment donné, quand il se moque, ou quand il dénonce les intellectuels de gauche, il dit ceci. Alors je cite juste des extraits, mais c'est juste pour vous dire que c'est vraiment très bien écrit. Donc franchement, si vous lisez ce livre, vous ne verrez pas le temps passer. Alors il met des guillemets, hein, la sincérité, la soif de justice, l'espoir de changer le monde, toutes ces misérables platitudes, surtout chez les intellectuels, ne changent rien. On ne peut pas utiliser comme preuve de l'orientation présumée d'un système politique vers la justice et la liberté les illusions de ceux qui en ont été les dupes et les mensonges de ceux qui en ont été les profiteurs. Je trouve ça remarquable parce que c'est exactement ça. Il y a d'autres passages, mais il y en a plein, mais il y a plein de passages qui sont extrêmement intéressants ou très très bien écrits. Voilà, alors il évoque notamment dans ce livre, il évoque Immanuel Wallerstein qui explique que voilà, en fait, la fin du communisme en réalité marque la fin, l'échec du libéralisme. Voilà, c'est assez compliqué à comprendre comme démarche intellectuelle, mais c'est exactement ça. Et il dit, on notera dans la même phrase donc, de Wallerstein la présence implicite de l'inusable et inéluctable dérobade. Le communisme qui a échoué n'était pas le vrai communisme, lequel, de ce fait, continue et continuera jusqu'à la fin des temps à rester à la fois irremplaçable et introuvable, donc immunisé contre toute critique. C'est exactement ça. Ça ne peut pas être critiqué puisqu'il n'a jamais été mis en application. Un autre aussi, une autre citation, mais qui revient sur l'émission que j'évoquais tout à l'heure, La Marche du siècle. Robert Hue, qui tout au long de la soirée a été hyper agressif, qui à un moment donné dit, bah voilà, nous reconnaissons l'existence des abominations relatées dans le livre noir du communisme dont je viens de parler, c'est difficile de dire le contraire parce que ce sont des faits historiques, mais simplement ces abominations n'ont rien à voir avec le communisme, elles en sont la perversion, elles n'en découlent pas, elles le trahissent, toujours la même technique, la même dérobade, la même parade pour expliquer que ce n'est pas le vrai communisme. Et enfin, dernière citation, parce que je ne veux pas être trop long non plus, sur le communisme qui était dévoyé. Alors là, il parle justement de la comparaison entre nazisme et communisme. C'est Pierre Mazeaud, hein, qui était membre du Conseil constitutionnel, qui dit que le communisme a été dévoyé. Et là, Jean-François Revel s'interroge en disant comment cet éminent constitutionnaliste rendrait service à la science politique s'il nous expliquait par suite de quel prodige une doctrine intrinsèquement bonne, sous-entendu le communisme, s'est partout et toujours immanquablement incarnée dans son propre dévoiement. Cette piteuse excuse se mue en agressive accusation chez les socialistes. Commentant la sortie du livre noir à l'automne 1997, le premier secrétaire du Parti socialiste de l'époque, un certain François Hollande, s'interroge avec subtilité: chercherait-on à préparer demain des alliances avec l'extrême droite que l'on ne prétendrait ainsi légitimer d'avance? Voilà, c'est la fameuse parade de dire vous critiquez le communisme, vous mettez en avant ses crimes, c'est certainement parce que vous avez une idée derrière la tête qui est de vous associer avec l'extrême droite. Enfin, dernier livre, et j'en aurai terminé pour cette vidéo. Alors, c'est pas un livre, mais c'est à l'Acropole. C'est Joseph Staline à la une, vu par les archives de presse et de propagande. Voilà, vous l'avez ici, Acropole. J'aime bien ce genre de bouquins qui ne sont pas des livres. Voilà, il y a du texte, mais c'est essentiellement des images. Ça permet de voir à quel point la propagande était présente. On a des articles de presse qui sont dedans. On retrace toute l'histoire de Staline, hein, depuis la Révolution jusqu'à sa mort, et même un peu au-delà. Et on a des images qui sont tout à fait passionnantes. Moi, j'aime beaucoup me replonger dedans. Je ne savais pas, par exemple,
que Paris Match, dans son numéro du mois d'août, du 27 août 1949, avait mis à la une, en exclusivité mondiale, la fille de Joseph Staline. Je ne sais pas si vous le voyez, mais enfin, je ne savais pas du tout que Paris Match avait fait cette une. Voilà, c'est l'exemple de choses que je trouve intéressantes avec un peu de recul. Et puis, bien sûr, on a toutes les images de propagande de Staline qu'on a dans ce bouquin. Et puis aussi, on se souvient de la une de l'Humanité qui, le jour de l'annonce de la mort de Staline, bouleversé, rend hommage au petit père des peuples. Et puis, au moment des obsèques grandioses, on revoit la une de l'Humanité ici, l'Humanité qui évidemment écrivait ce que Moscou voulait, qui nous dit les obsèques grandioses du chef, de l'ami, du frère de tous les travailleurs, poursuivre l'œuvre de Staline pour l'édification du communisme et pour la paix. Eh bien oui, c'est aussi ça, le Parti communiste français, ça fait partie de l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Faites-moi partager vos commentaires si ça vous a plu ou pas. On se retrouvera très vite pour une autre vidéo sur un tout autre sujet qui m'intéresse aussi beaucoup. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Merci et à très bientôt. Au revoir.